Dans cette partie de leur conversation, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la superstition et de la magie. Bernard affirme que la relation entre le plan astral, invisible, et le plan mental de l'homme existe sur la planète, et que l'exploration du réel passe souvent par des illusions du surnaturel. Il explique que le surnaturel représente l'interface entre les événements logiques sur le plan matériel et la loi astrale sur Terre. Bernard explique également que les superstitions sont des formes primitives de connaissances qui jouent sur les émotions et les craintes, mais qu'elles sont en réalité basées sur le surréel. Il souligne que dans le processus d'évolution de conscience, certains individus peuvent être pris au piège de ces expériences surnaturelles, en fonction de leur sensibilité astrale et de la balance de leur corps astral, corps subtil et énergétique. Il explique que pour être en contact avec le surnaturel, le corps astral doit être débalancé, que ce soit pour des raisons karmiques, dans le cadre d'un travail ou d'un service à l'humanité. Bernard ajoute que les personnes médiumniques ou en contact avec le surnaturel ont souvent des personnalités délicates et sont souvent délicates sur le plan de la santé, ce qui montre une relation entre la santé et la balance du corps astral. Daniel mentionne ensuite que dans notre société, les expressions de phénomènes surnaturels se multiplient dans le cinéma, et demande si le déséquilibre croissant de la psychologie humaine peut entraîner des manifestations concrètes de ces forces invisibles dans les années à venir. Bernard répond en affirmant qu'il y aura une propension accrue à cela, due au déséquilibre croissant de la société, notamment à cause de la drogue, qui peut débalancer les individus. Selon l'auteur, l'humanité est confrontée à un choc astral qui entraînera de nombreuses maladies mentales, des comportements anormaux et un intérêt croissant pour l'occulte. Les drogues, les films et la musique moderne ont un impact sur la psyché de la population mondiale, ce qui peut entraîner un déséquilibre du corps astral. Si la psychologie ne s'adapte pas pour prendre en compte ces phénomènes, on se contentera de donner des médicaments pour atténuer les conséquences. Cependant, si les psychologues comprennent les lois de cette nouvelle science, les individus pourront véritablement retrouver leur équilibre. L'auteur souligne également que la science du futur sera différente de celle d'aujourd'hui et nécessitera la capacité de vivre avec une connaissance créative plutôt qu'acquise. Il note que certains scientifiques s'orientent déjà dans cette direction, mais qu'ils ne comprennent pas encore complètement la relation entre leur science et l'inadaptabilité temporelle. Enfin, l'auteur distingue entre un bel esprit et un grand esprit, en affirmant que ce dernier a la capacité d'intuiter profondément son âme. Un grand esprit est celui qui reconnaît les lois du temps dans le dévoilement de la science de l'humanité. Pour progresser dans la science créative et éthérique, il faut donner la chance aux personnes avec de beaux esprits de reconnaître leurs illusions. Cela peut se faire en retardant l'application de leur science, en évitant la mise en marché prématurée. La science universelle ne pourra être appliquée sur Terre qu'une fois le voile du temps déchiré, ce qui arrivera en 1998. Cependant, il y a déjà des gens qui ont accès à des connaissances de l'avenir, mais ils ont l'illusion de pouvoir les appliquer dès maintenant. Cela fait partie de leur expérience karmique pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas agir selon les désirs de l'ego. Il s'agit du contact entre l'homme et d'autres civilisations, de la subtilisation du corps mental à un autre niveau, de la pénétration de l'esprit dans la matière et de la prise de conscience du savoir humain à l'infini. Être conscient implique de savoir des choses pendant des années avant de pouvoir les appliquer. Concrètement, ce qui est une initiation. L'homme conscient est né dans son temps mais a besoin de temps pour comprendre sa mission. Il doit d'abord développer une conscience suffisamment élevée pour pouvoir gérer les connaissances scientifiques. Sinon, il serait dominé par les lois arimaniennes de la civilisation et ne pourrait pas faire face à ces savoirs dans un monde mal organisé. Les inventeurs et visionnaires ont souffert car ils vivaient l'expérience de l'âme et étaient conscients des lois occultes qui régissent notre société. Pour être conscient, il ne faut pas chercher à souffrir en permanence, mais plutôt rechercher la paix. L'homme conscient a une compréhension profonde des lois du temps et utilise cette connaissance pour transmuter la matière et réaliser le rêve cosmique de l'humanité. Par exemple, en utilisant le corps éthérique pour étudier l'atome, l'homme pourrait éliminer les dangers de la radioactivité en changeant le taux vibratoire de l'atome. La radioactivité est une force élémentale qui, si mal gérée, peut causer des dommages sur le plan humain. L'atome, dans sa fonction universelle, a pour rôle d'absorber le rayonnement magnétique des forces supérieures et de créer les couches inférieures d'énergie nécessaires pour supporter les hautes tensions magnétiques du cosmos. Il ne sert pas de source d'énergie mais agit plutôt comme une enveloppe qui absorbe les rayons cosmiques d'un ordre différent de celui solaire. Si on observait le cosmos depuis le plan éthérique,
on ne verrait pas les planètes comme des sphères mais plutôt comme une immense planche sans dimension. L'intervenant explique que même lui ne vit pas avec toute cette connaissance au quotidien car il canalise ces informations et ne s'en souvient plus une fois qu'il les a transmises. Il souligne que la connaissance est une fonction psychique de l'ego qui sert à donner une prise de conscience de son existence, tandis que dans la fusion, cette conscience n'est pas nécessaire. Il explique également la différence entre le corps astral et le corps éthérique, ainsi que la différence entre la mémoire et la non-mémoire, la conscience et l'inconscience, la connaissance et le savoir, et l'infini et la finitude de la matière. Il conclut en expliquant que le plan mental est un univers en soi et que l'homme a seulement besoin de la tridimensionnalité pour interagir sur le plan matériel à travers le corps astral. Il n'a pas besoin de la conscience de l'être-té sur les plans éthérique et mental. Dans cet enregistrement, les intervenants discutent de la raison pour laquelle les âmes sont venues dans la matière. Ils expliquent que les âmes ont choisi de s'incarner pour expérimenter la densité et la tridimensionnalité de la matière à travers l'exercice de leur corps astral. Le corps astral donne la tridimensionnalité à la matière en vibrant à sa fréquence. Cependant, ils soulignent que cette tridimensionnalité est une illusion créée par l'ego et que l'homme doit se libérer de la perception de cette réalité pour évoluer. Ils expliquent que cela nécessite que le mental de l'homme épuise la mémoire astrale et s'ouvre à la mémoire cosmique universelle de l'esprit. Ils affirment également que la science conventionnelle est limitée car elle est fondée sur la mémorisation et cherche à donner une valeur à la recherche, ce qui l'empêche de travailler avec le temps et conduit à des erreurs. Ils soutiennent que l'homme devrait plutôt travailler avec une science basée sur le cerveau éthérique plutôt que sur le cerveau astral, afin d'être conscient des lois de la conséquence et de ne pas imposer une science à l'humanité avant qu'elle ne soit prête. Selon l'auteur, il existe des forces magnétiques qui ont été utilisées par certaines civilisations dans le passé et dont les conséquences ont réverbéré dans le temps. Ces forces ont conduit à la création des premières formes humaines sur Terre. Cependant, ces civilisations seront un jour responsables de récupérer ces races humaines pour corriger les déséquilibres créés. Certaines races humaines pourraient être récupérées par d'autres niveaux d'intelligence qui n'étaient pas responsables de ces erreurs. L'auteur souligne également que le terme esprit est trompeur et que les individus devront développer une conscience solide pour comprendre ces concepts et se libérer de la menace arimanienne sur la planète. Enfin, la Terre est décrite comme une sorte de prison située loin de la Voie lactée pour éviter les interférences avec les civilisations plus avancées. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'humanité est le produit d'une transmutation qui a élevé les corps subtils du Néandertal afin que l'âme puisse se joindre à la matière. Cette fonction procréatrice visait à développer l'intelligence, l'émotion et la vitalité chez l'homme. Cependant, l'âme pouvait également être emprisonnée en raison des passions et de l'incohérence causée par la séparation de sa source et de la fraternité universelle. Il mentionne également l'existence de civilisations parallèles à notre Terre, composées d'individus parfaitement conscients et libres du corps astral et du lien karmique avec l'âme. Ces civilisations sont souvent appelées esprits aujourd'hui, tandis que les autres individus sont qualifiés d'extraterrestres. Bernard de Montréal souligne l'importance de l'étude mutuelle pour approfondir ces concepts et affirme que le processus d'étude peut amener des changements vibratoires chez les individus. Cependant, il mentionne également que l'ego peut récupérer ces informations sur le plan vibratoire, mais avec le temps, les corps subtils s'ajusteront à ces changements. Il explique enfin que le savoir transmute et transforme l'ego, tandis que la connaissance l'élève. Dans cette discussion, BDM explique que l'ego, par le biais de la recherche de connaissances, accumule des impressions qui élèvent l'ego. Cependant, pour passer de la connaissance au savoir, il est nécessaire de perdre progressivement la mémoire égoïque. Cela permettra aux individus d'étudier avec des personnes qui savent et de perdre l'attachement à la forme, ce qui leur permettra d'accéder au cosmique et de créer de nouvelles formes. Pour cela, il est essentiel d'étudier le matériel à partir du surnaturel et d'être absolument libre, car l'ego bloque le passage de l'énergie vers le mental. Les conditions de cette liberté sont associées au doute de l'ego, à l'état d'âme et à la tridimensionnalité psychique imposée à la conscience des cellules. BDM mentionne que rêver est une insulte à la conscience humaine car cela maintient l'homme dans la tridimensionnalité astrale et l'ignorance. Dans le monde de la mort ou dans les sous-plans de l'astral, il n'y a pas de lumière et donc pas de contact avec les circuits universels. Les entités tridimensionnelles astrales communiquent via le mensonge pour maintenir la dévotion humaine à la superstition dans la connaissance, ce que nous appelons aujourd'hui le savoir intellectuel. C'est pourquoi les gens sont fascinés par les résultats qu'ils obtiennent et par la science matérielle.
Dans cette entrevue, le représentant BDM explique que les personnes sont attirées par des phénomènes tels que la télépathie, la dématérialisation ou l'au-delà de la mort dans les films parce qu'ils cherchent à se libérer des restrictions imposées par la tridimensionnalité et aspirent à une certaine prise de conscience. Ils ont l'intuition que l'humanité finira par y avoir accès et certains sont conscients de faire partie des immortels. Cependant, ces connaissances sont liées à l'évolution de la civilisation et font partie des grands mystères qui ne peuvent pas être divulgués. Le BDM souligne que les individus qui s'intéressent à ces phénomènes finissent par être conscientisés et dépassent l'intérêt initial pour se tourner vers leur propre science interne, une mémoire cosmique révélée qui ne dépend pas de l'ego. Dans cette discussion, D de Montréal met en garde contre le danger de s'immerger trop profondément dans l'étude du surnaturel. Il souligne que cela peut conduire à une impression messianique et à une déconnexion des réalités du monde, ce qui peut empêcher l'individu de s'investir dans des activités quotidiennes comme le travail. Il explique que cette impression messianique est utilisée par les forces astrales pour semer la confusion et diviser les gens en différents groupes, religions et sectes. Il observe que la recherche du surnaturel est une aspiration naturelle chez les humains, mais que beaucoup n'ont pas encore compris que la connaissance se forme par la fusion et la connexion entre l'esprit et l'âme, plutôt que par la simple adoption d'une autorité ou d'une connaissance externe. Il fait également remarquer que les scientifiques, en se basant sur la logique de la matière tridimensionnelle, sont moins susceptibles d'être affectés par ce messianisme, contrairement à ceux qui utilisent ces connaissances pour objectiver leur conscience astrale.